Imaginez une gigantesque soirée où l'Europe se réunit pour mettre à l'honneur l'art de la chanson. Une soirée où des pays se rassemblent pour participer à un concours spectaculaire. Un événement européen qui réunit des millions de téléspectateurs chaque année devant leurs écrans. Entre fêtes, paillettes, scandales et polémiques, bienvenue dans cet épisode Il était une fois l'Eurovision. Pour connaître les origines de l'Eurovision, il faut remonter quelques années après que la Seconde Guerre mondiale ait bouleversé l'histoire. Deux hommes vont avoir l'ambition de créer un continent pacifié, dans lequel d'anciens ennemis seraient alors réunis lors d'un événement qui permettrait de prôner l'art de la chanson et la communion. Jean Darcy, ancien dirigeant français de la radiodiffusion-télévision aussi appelée RTF, et Marcel Besançon, ancien dirigeant suisse important de la Société suisse de radiodiffusion et télévision, SSR. En 1950, on assiste à la création de l'Union européenne de radio-télévision, qui organise chaque année le concours de l'Eurovision. C'est une organisation internationale qui regroupe des médias de service public, donc télévision et radio, de différents pays et principalement d'Europe. Une fois cette idée de création du ER, BBC va accélérer les choses en voulant se connecter au réseau RTF, qui est l'ancien réseau français. Un défi risqué entre les kilomètres de la Manche qui séparent la France et le Royaume-Uni, sans compter les normes différentes pour chacun, et finalement, le test s'avère être concluant. En 1952, les téléspectateurs peuvent commencer à regarder des programmes de l'autre côté de la Manche. En 1953, on assiste à deux événements majeurs, le couronnement d'Élisabeth II et la création du réseau Eurovision. On utilise la même technique que pour le réseau franco-britannique. Donc c'est la même chose que vu précédemment, mais là pour le réseau Eurovision, on veut élargir les frontières, on veut aller encore plus loin et toucher d'autres pays. C'était d'ailleurs une volonté d'Élisabeth II qui voulait que son couronnement puisse être diffusé simultanément dans plusieurs pays, jusqu'au dernier moment. On va créer un réseau de câbles, de relais pour créer un véritable circuit entre l'Angleterre, la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne de l'Ouest et le Danemark. Le 2 juin 1953, ce sera la première fois de l'histoire que 6 pays vont regarder un programme en simultané. Et ce programme n'est autre que le couronnement d'Élisabeth II. Le succès de cette diffusion en simultané va émerger encore plus d'idées. On a trouvé quelque chose, on veut le rendre encore plus grand. En 1954, on crée une semaine européenne de télévision où chaque pays devra produire et diffuser des programmes avec la technologie Eurovision pour qu'ils soient retransmis auprès de tous simultanément. Si sur le papier tout le monde est emballé à l'idée de ce concept, quelques problèmes vont surgir, notamment sur l'aspect culturel qui n'est pas assez mis en avant sur ce réseau. On a un pourcentage beaucoup plus important d'événements sportifs ou politiques et qui exclut une bonne partie du public à cause de chaque pays qui mettait en avant une culture élitiste. L'UER décide d'agir avant que la situation ne soit trop compliquée à gérer et en 1955 commence à émerger l'idée de créer un événement qui pourrait regrouper toutes les classes sociales, toucher un large public tout en faisant la promotion du réseau Eurovision. C'est alors que va naître le Grand Prix Eurovision de la chanson européenne, autrement appelé l'Eurovision. Un concept fortement inspiré du festival de Sanremo créé en 1951 en Italie et qui est toujours diffusé aujourd'hui. La toute première édition du concours du Grand Prix Eurovision de la chanson européenne sera inaugurée en Suisse le 24 mai 1956. Seulement 7 pays se sont affrontés pour remporter le concours, l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse. C'est d'ailleurs à domicile que la Suisse va remporter la toute première victoire de l'Eurovision avec sa chanteuse Lissacia et la chanson Refrain. Refrain, couleur du ciel, parfum de mes 20 ans. Le succès est fulgurant et très vite le concours va prendre en notoriété. On va même lui changer de nom parce qu'effectivement c'était un petit peu trop long à l'époque. On va se contenter de concours Eurovision de la chanson ou plus couramment appelé en France l'Eurovision. Un changement de nom pas si anodin puisqu'il permet de ne plus désigner le réseau technologique Eurovision. Le concours au fur et à mesure des années va gagner une notoriété impressionnante. Il s'est installé dans de nombreux foyers européens et encore aujourd'hui il est plus que présent. Si dans l'ère actuelle on a normalisé le fait que des pays puissent correspondre entre eux de manière simultanée et en direct, à l'époque, le symbole était énorme. C'est pourquoi la fameuse séquence des donations de points est aussi symbolique dans l'Eurovision, parce qu'à l'époque, c'était du jamais vu. C'était un signe de progrès complètement futuriste. Avant toute chose, chaque pays participant au concours choisit son artiste et sa chanson.
soit par vote, donc un vote du public, comme ce fut le cas par exemple en 2019 avec Bilal Hassani, qui avait été choisi par le vote du public à l'instar de l'émission Destination Eurovision, qui permettait de choisir le candidat que le public voulait envoyer au concours, ou bien par sélection interne, comme ce fut le cas pour Louane, où l'artiste est révélé quelques mois avant le concours. La chanson doit durer maximum 3 minutes et être originale. Une fois que tous les participants sont choisis, on peut commencer le concours et passer aux demi-finales. Il en existe 2 et elles sont organisées la semaine du concours, le mardi et le jeudi. Chaque demi-finale regroupe une partie des pays participants, hormis le Big Five. Alors c'est quoi exactement le Big Five? Le Big Five, c'est un noyau de 5 pays qui financent une partie du concours et qui sont du coup automatiquement envoyés en finale. C'est le cas notamment de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne et du Royaume-Uni. C'est pourquoi vous ne voyez jamais la France participer aux demi-finales. Par contre, tous les autres pays qui ne font pas partie du Big Five vont bel et bien en demi-finale et peuvent risquer de perdre leur place juste avant la grosse soirée finale. Puisque lors des demi-finales, seuls les 10 meilleurs sont retenus. Comme dit précédemment, le Big Five va directement en finale, mais c'est également le cas du pays hôte. Alors qu'est-ce que c'est le pays hôte? C'est le pays qui a gagné le concours l'année précédente et qui du coup va accueillir le concours dans son propre pays. L'année dernière, la Suisse a remporté l'Eurovision, donc c'est elle qui nous accueille cette année chez elle, et automatiquement elle a sa place en finale, elle ne peut pas nous accueillir et en plus on la met en difficulté dans les demi-finales. Une fois que les demi-finales sont passées, les pays qui ont été sauvés rejoignent le Big Five et le pays hôte lors de la finale où tout le monde va chanter sa chanson. On peut ensuite passer au moment du vote. Les votes sont annoncés en 2 temps. D'abord les jurys nationaux avec les fameux duplex, puis les votes du public avec le télévote. Et au final, le pays qui remporte le plus de points quand tous les votes sont additionnés est le pays qui remporte la victoire. Généralement, le chanteur qui gagne l'Eurovision est censé devenir un artiste connu à l'international. Et depuis 1958, le pays qui gagne l'Eurovision est censé accueillir le concours l'année d'après. À une exception près, l'Australie. Qu'est-ce que fait l'Australie dans l'Eurovision? La question peut se poser, l'Australie ne fait pas partie de l'Europe, l'Australie ne fait pas partie de l'UE, et pourtant, vous pouvez la voir participer au concours. Alors pourquoi? Comment ça se fait? L'Australie a toujours été un pays fidèle à l'Eurovision. Il a longtemps diffusé le programme, ce qui lui a valu en 2015 une invitation très spéciale au concours. Justement, l'Eurovision fêtait ses 60 ans, et on avait décidé de faire le cadeau à l'Australie de pouvoir participer. À la base, c'était une invitation unique. Voilà, c'était juste sur le moment pour fêter l'instant. Et ça s'est tellement bien passé que l'Australie est restée ensuite dans le concours. À une exception, si jamais l'Australie gagne, elle ne peut pas organiser l'Eurovision chez elle. Ça peut se comprendre au niveau du décalage horaire, etc. L'organisation serait compliquée, mais elle peut gagner. À ce moment-là, c'est juste un autre pays européen qui organisera le concours chez lui. Si certains perçoivent l'Eurovision comme un concours poussiéreux, ils sont finalement loin du compte. Parce que l'Eurovision a su se renouveler au fur et à mesure des années et surtout évoluer. C'est devenu un véritable phénomène de société. Esthétiquement parlant, au début de sa création, l'Eurovision c'était un événement extrêmement chic. C'était vraiment semblable à des soirées de gala finalement. On recevait le concours dans des salles prestigieuses, dans de beaux théâtres, il y avait des orchestres, des chefs symphoniques, on était reçus sur invitation et c'était vraiment une soirée de prestige. Aujourd'hui, le concours de chant s'est transformé en grand spectacle avec des performances scénographiques impressionnantes. C'est d'ailleurs dans les années 2000 que les fausses pour le public vont faire leur apparition et vont apporter un véritable plus à ce show. Le record de la plus grande salle jamais utilisée revient aujourd'hui à l'Allemagne qui en 2011 avait organisé le concours dans le stade Esprit Arena avec plus de 54 000 places. Si au départ on comptait 1h40 de show maximum pour la finale de l'Eurovision à ses débuts, aujourd'hui on est plutôt sur un show qui dure entre 3h30 et 4h. Ce rallongement du programme s'explique complètement par rapport à l'intégration de nombreux pays depuis sa création. En 1956, la première édition comptait 7 pays seulement. Aujourd'hui, partons du principe que tous les membres de l'UE sont conviés à l'Eurovision. Autrement dit, on a à peu près 50 pays. Un peu plus de 50 pays. Mais tous ne participent pas chaque année, tous ne participent pas tout court. En pratique, pendant les demi-finales, on peut être entre 35 et 43 pays, le record étant d'ailleurs de 43 pays. Et ensuite, évidemment, le chiffre s'abaisse quand on arrive à la finale. Si le style de musique présenté à l'Eurovision était assez traditionnel avec des chants classiques ou de variété, il aura fallu attendre 1965 avec la chanson Poupée de cire, poupée de son de France Gall pour le Luxembourg, qui marquera une toute nouvelle ère dans l'histoire de l'Eurovision. C'était la première fois de l'histoire qu'une chanson pop avait remporté la compétition.
Depuis, le concours connaît une véritable diversité musicale, folk, rock, punk, metal, pop, variété, électro, jazz, ballade et bien d'autres encore. Le système de vote a beaucoup évolué entre 1956 et aujourd'hui. Il est passé par plusieurs phases. Lors de la toute première édition, le vote était totalement secret. Chaque pays avait un jury de 2 personnes. Aucun détail sur les points attribués n'a été révélé, sauf à la gagnante. Courant les années 60-70, on introduit un système de jury national. En 1975, c'est là qu'arrivent les fameux 12 points. Chaque pays attribue des points de 1 à 8, puis de 10 à 12 à ses chansons préférées. Arrivent les années 2000 avec le fameux télévote. On commence à tester le vote du public par téléphone. Quelques années plus tard, on décide de se mettre d'accord sur un système de vote, 50% jury professionnel, 50% du public. Le style vestimentaire de l'Eurovision est aussi emblématique que sa musique. On lui attribue très souvent le terme kitsch. Et il faut dire qu'il ne l'a pas volé. Le concours offre une diversité de styles assez impressionnante, excentrique, authentique, folklorique, cosmique ou encore épique. Il y en a pour tous les goûts, même les plus particuliers. À noter que Jean-Paul Gaultier était un véritable fan de l'Eurovision depuis ses 8 ans. Alors vous imaginez le privilège que ça a été pour lui de pouvoir le présenter aux côtés de Julien Lepers en 2008. Jean-Paul Gaultier qui a d'ailleurs habillé certaines artistes pour l'Eurovision, c'était le cas d'Amina, Angoun et Madame Monsieur pour représenter la France, mais aussi Elisabeth Andreasen pour la Norvège et Dana International pour l'Israël. Il y avait aussi Anna Vissi pour la Grèce. Pour la première édition de 1956, c'était assez compliqué de recenser le nombre de téléspectateurs, déjà parce qu'il y avait toute cette histoire de câbles à gérer entre les pays, et en plus, il faut rappeler que c'était une période où tout le monde n'avait pas la télévision. Tous les foyers n'étaient pas équipés, et donc tout le monde ne pouvait pas regarder. Mais une chose est sûre, la technologie a fait son chemin, et les derniers chiffres de 2024 ont annoncé pas moins de 163 millions de téléspectateurs pour la dernière édition. Le concours Eurovision est devenu un emblème de la culture LGBTQIA+, notamment grâce à son prisme artistique et surtout pour son côté safe place, un endroit où tout le monde serait libre d'être qui il souhaite, que ce soit sur scène ou dans le public. Il est vrai qu'on a beaucoup d'événements, notamment des événements sportifs qui peuvent réunir tout un peuple, mais pour la communauté LGBT, c'est toujours très compliqué de pouvoir se sentir à l'aise dans un événement. L'Eurovision fait partie de ces rares programmes du paysage audiovisuel où la communauté LGBTQIA+ est clairement mise en avant. Il ne faut pas oublier que la scène de l'Eurovision est très souvent utilisée pour passer des messages forts et symboliques. En 2013, la candidate Krista Siegfried embrasse sur scène sa chorégraphe sur la musique Marry Me. En 2014, Conchita Wurst, qui représente l'Autriche, va devenir une icône de l'Eurovision et de la représentation LGBTQIA+ au sein du concours. En 2019, la France a décidé d'envoyer Bilal Hassani performer sur la scène de l'Eurovision, un symbole fort qui a créé une réelle controverse dans le pays, avec une partie pour, une partie complètement contre, beaucoup dirigée par des haters et des critiques homophobes, qui finalement ne faisaient que confirmer le problème qu'il y avait dans le pays. Autrement dit, un problème avec la notion d'acceptation et de tolérance. En 2024, c'est au tour de Nemo de soutenir la cause tout au long de sa participation au concours et notamment en brandissant le drapeau non-binaire lors de la Flag Parade. La Flag Parade, c'est le moment où les artistes peuvent défiler avec le drapeau du pays qu'ils représentent lors du concours ainsi qu'un drapeau en plus s'ils en ont envie, que ce soit d'un autre pays ou d'une communauté. Donc c'est pourquoi Nemo l'année dernière est arrivé avec le drapeau de la Suisse et le drapeau non-binaire. Malheureusement, cette année, l'UER a décidé d'arrêter et d'interdire qu'un artiste puisse monter sur scène avec un autre drapeau que celui du pays qu'il représente. On en reviendra plus en détail dans la partie polémique de la vidéo. Si beaucoup ont tendance à l'oublier, le concours de l'Eurovision reste avant tout un concours de chant. De nombreux tubes sont devenus planétaires après que leurs artistes aient foulé la scène de l'Eurovision. Je vous propose de faire un petit récapitulatif de tous les plus gros tubes de l'Eurovision et des plus emblématiques également. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Waterloo, I was defeated, you won the war. For the last time, hold me now, don't cry. And all I care about is you. You stuck for me like a tattoo.
Si tout semble beau et coloré à l'Eurovision, un côté beaucoup plus sombre existe, le côté des polémiques et des controverses. La première a eu lieu en 1963. Le porte-parole du jury norvégien Roald Oyen ne respecte pas le règlement, puisque lorsqu'on va lui demander d'annoncer les votes, il va un peu s'en mêler les pinceaux et donner 2 chiffres différents. Finalement, il s'est avéré qu'il n'avait pas fini de compter les votes au moment où c'était son tour de passer. Bon, ça c'était clairement la plus petite controverse qu'on peut avoir. Je peux vous assurer que les autres, elles sont un petit peu plus tendu. En 1995, on va accuser la chanson Nocturne d'être une chanson instrumentale, qui n'a donc rien à faire dans le concours de l'Eurovision, puisqu'on parle de chant. L'UER va donc adapter son règlement pour ne plus que cette situation puisse se reproduire. En 2000, on va accuser les représentants du Danemark, les Olsen Brothers, d'avoir eu recours à l'autotune. Et d'ailleurs, c'est la délégation russe qui va le plus s'énerver en déposant une plainte pour infraction, en demandant à ce que le Danemark soit destitué de son titre, parce que du coup ils avaient gagné. Et puis finalement, cette plainte s'est avérée sans suite. En 1964, on insiste à un scandale politique. La participation au concours de l'Espagne et du Portugal est très fortement critiquée. À ce moment-là, les 2 pays sont encore dirigés sous la dictature. Il y a d'ailleurs un homme qui va monter sur scène pendant l'Eurovision et qui va brandir une banderole « Boycott Franco et Salazar ». Et cette même année, l'Autriche avait décidé de boycotter l'Eurovision, de ne pas y participer parce que justement, elle ne voulait pas participer à un concours qui était organisé par un dictateur. Autrement dit, vu que l'Espagne fait partie du Big Five, que l'Espagne aide au financement du concours, etc., l'Autriche ne voulait pas y être mêlée à ce moment-là, puisque l'Espagne était dirigée sous Franco. Les années de 1974 jusqu'à 1978 vont connaître le conflit entre la Turquie et la Grèce. La Grèce fait son apparition à l'Eurovision en 1974 et en 1975, la Turquie arrive à son tour. À ce moment-là, la Grèce n'est pas du tout contente. Au vu de son conflit, elle décide de se retirer pour protester contre la Turquie. L'année d'après, en 1976, la Grèce décide de revenir, sauf qu'à ce moment-là, c'est la Turquie qui se plaint et qui dit « puisque la Grèce elle participe, nous on ne participe pas », donc la Turquie se retire. En 1977, c'est le même bazar. Quand l'un participe, l'autre refuse d'y participer, et ce n'est qu'en 1978 que les 2 pays vont se retrouver sur le même concours. En 2000, le groupe israélien Ping Pong, lors de la prestation, il y avait des drapeaux syriens et israéliens. En fait, la chanson avait pour but de demander la paix entre les 2 pays, chanson qui n'a pas du tout été comprise et qui au contraire a créé plus de polémiques qu'il n'y en avait déjà. En 2005, on a une violation du règlement par le Liban. Le Liban, qui avait l'interdiction formelle de présenter à la télévision des produits venant d'Israël, s'est retrouvé un petit peu embêté parce que lors du concours Eurovision, il y avait la prestation d'Israël. Donc ce qui s'est passé, c'est que le Liban a boycotté le passage en ne le diffusant pas, chose qui est interdite dans le règlement du concours de l'Eurovision, puisqu'on demande à chaque pays participants de montrer l'intégralité de l'émission. En 2009, la Géorgie est en conflit avec la Russie. Donc, quand la Géorgie sait qu'elle sera face à la Russie, elle n'est pas très contente, elle décide de se retirer du concours. Au final, après avoir pris du recul, la Géorgie se rétracte et dit « Ok, on participe », ils présentent leur chanson. Vous le sentez venir, on l'a tous senti venir. Évidemment, la Russie et l'UER, enfin en tout cas la délégation de l'Eurovision, a aussi dit bon, finalement, votre chanson, elle ressemble plutôt à We Don't Wanna Poutine. En gros, on veut pas de Poutine. L'UER décide de refuser la chanson, encore une fois parce que dans les règles de l'Eurovision, pas le droit de participer au concours avec une chanson politique. Donc, l'UER va demander à la Géorgie soit de changer les paroles de sa chanson, soit d'en trouver une autre. La Géorgie n'est pas du tout contente, elle dit qu'on la censure, donc elle décide de ne pas participer au concours. Et ce n'est que quelques années plus tard qu'effectivement, le groupe qui devait interpréter cette chanson a clairement dit qu'il visait Vladimir Poutine. En 2009, il y a des tensions entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'Azerbaïdjan va se plaindre parce que pendant les demi-finales, l'Arménie va montrer dans ses vidéos de présentation une région disputée entre les 2 pays. Donc pour calmer les choses, on demande à l'Arménie de ne plus montrer cet endroit. L'Arménie a dit ok, on montrera plus, etc. Et pendant la finale, au moment des votes, boum, ils remontent la vidéo. Donc ça commence, ça crée des polémiques, etc. Mais ce n'est pas tout. L'Arménie va reprocher ensuite à l'Azerbaïdjan d'avoir manipulé le public pour ne pas que les habitants de l'Azerbaïdjan puissent voter pour l'Arménie si jamais la chanson leur plaisait. L'Azerbaïdjan évidemment nie en disant c'est pas vrai, surtout qu'il y a des rumeurs à l'époque qui disent qu'apparemment les gens en Azerbaïdjan qui avaient voulu voter pour l'Arménie se faisaient arrêter et convoquer. Et du coup l'UR a fait une enquête.
enquête qui s'est révélée être vraie, il y a bien eu des manipulations à ce moment-là à la télévision pour ne pas que le public puisse voter pour l'Arménie. L'Azerbaïdjan a donc reçu une amende et en plus un avertissement, si jamais ça se reproduisait, l'Azerbaïdjan n'avait pas le droit de participer au concours pendant 3 ans. Et en 2017, rebelote puisque l'Eurovision se déroule à Kiev, en Ukraine. La Russie choisit d'envoyer Loulia Samoylova comme représentante, mais l'Ukraine lui interdit l'entrée. En gros, l'explication de l'Ukraine, c'est cette chanteuse-là est partie faire un concert en Crimée sans passer par l'Ukraine, ce qui est interdit par les lois ukrainiennes. La Russie le savait très bien, etc. Ils le font exprès pour nous provoquer. Ce qui va se passer, c'est que la Russie va rester sur ses positions. Ils vont dire non mais nous, c'est cette chanteuse-là qui nous représente, sinon c'est personne. L'Ukraine reste sur ses positions. Ça commence à devenir compliqué parce que personne n'arrive à trouver un terrain d'entente pour qu'au final, 1 mois avant la grande finale, la Russie décide de se retirer du concours. En 2019, l'Eurovision se déroule en Israël, ce qui va provoquer de nombreuses pétitions, de nombreux appels au boycott. Le soir de la finale, il y a plusieurs gestes politiques qui avaient été faits. Et la chanteuse Madonna, qui était invitée à se produire, a fait un discours évoquant des injustices, ce que beaucoup interprètent comme une allusion au conflit israélo-palestinien. En 2022, la Russie est exclue de l'Eurovision, vis-à-vis de son conflit avec l'Ukraine. C'est d'ailleurs l'Ukraine qui a remporté en 2022 la victoire, ce qui avait créé beaucoup de polémiques, puisqu'on avait dit que l'Ukraine avait gagné au vu surtout de son conflit avec la Russie, et pas pour la prestation qu'ils avaient faite. En même temps, c'était une année assez particulière, parce que tout le monde savait que l'Ukraine allait gagner. En 2024, donc beaucoup plus récemment, l'année dernière, la participation de l'Israël à l'Eurovision a créé de vives polémiques, cette fois-ci par rapport à son conflit avec Gaza. Plusieurs pays ont lancé des appels au boycott, on a plusieurs artistes qui ont soutenu la Palestine pendant l'Eurovision. La performance de l'artiste israélienne Eden Golan avait été fortement huée par le public, que ce soit pendant la finale, également pendant les demi-finales, et surtout, la délégation israélienne avait décidé de montrer des vidéos où on pouvait voir l'équipe en fait de la jeune femme la huer pendant ses répétitions, l'insulter, etc. en lui disant on va te préparer à ce qui t'attend. Autrement dit, tu vas être plongée dans la fosse au lion, il faudra que tu sois forte. Et en fait, après la finale, après le show, la délégation israélienne s'est vraiment plaint en disant qu'ils avaient reçu beaucoup de haine et beaucoup de pression pendant cet événement. Et c'est à ce moment-là qu'il est important de rappeler qu'en 2024, l'Israël est arrivé 5e du classement. Elle est arrivée juste après la France, puisqu'on est arrivé 4e avec Slimane. Et 2025 n'y échappe pas. On a également notre polémique, j'en parlais tout à l'heure, la polémique des drapeaux. Alors cette polémique, elle sort pas d'un chapeau. Maintenant, les artistes, lorsqu'ils font leur petite parade pour se présenter au public lors de la finale, ils n'auront plus le droit de porter un autre drapeau ou de venir sur scène avec un autre drapeau que celui du pays qu'ils représentent. Ce qui pose problème, et pourquoi l'UR a décidé de mettre cette règle en place, c'est par rapport au drapeau palestinien qui pouvait surgir à ce moment-là. Le truc, c'est que, évidemment, ils n'allaient pas dire on interdit que les drapeaux palestiniens. Donc, tout le monde est mis dans l'eau, toutes les personnes qui montaient avec différents drapeaux LGBT, etc., c'est pareil, ils n'auront plus le droit. C'est une décision qui a été quand même assez critiquée lorsque l'UER l'a révélée, lorsqu'on l'a vu dans les médias. Évidemment, c'est un moment qui était fort en symbole, quand on voit les artistes venir sur scène, être fiers de représenter leur pays, mais également être fiers de montrer leur identité au monde entier. C'est assez dommage qu'on puisse leur retirer ce droit-là. Parmi les pays les plus récompensés dans l'histoire de l'Eurovision, on retrouve en première place une égalité. L'Irlande, qui a d'ailleurs gagné 3 fois d'affilée en 1992, et la Suède, qui ont un total de 7 victoires chacun. Si beaucoup de Français se plaignent de la participation de la France à l'Eurovision en disant qu'on ne gagne jamais, que c'est truqué et qu'on envoie tout le temps des chansons qui ne sont pas assez à la hauteur, etc., la France est loin d'être dernière dans le classement. On est juste après avec 5 victoires, mine de rien, au même titre que le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Et d'ailleurs, je vais vous mettre un petit récapitulatif de tous les artistes qui ont fait gagner la France depuis la création de l'Eurovision. Oh, mon amour, le soleil est encore loin du jour. Tom Philby a 2 secrets qu'il ne livre à personne. Toi et toi que j'aimais. Il donnera au ciel son premier soleil. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. La première fois qu'une candidate mineure participe au concours de l'Eurovision, c'est en 1986. Elle s'appelle Sandra Kim, elle représente la Belgique et va l'amener jusqu'à la victoire avec sa chanson « J'aime la vie ».
Si dans sa chanson, elle annonce avoir 15 ans, ce qui déjà est limite, finalement, elle en a 13. Donc là, on va commencer à se poser des questions. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas un âge minimum pour participer à l'Eurovision? Et c'est finalement comme ça que va doucement se créer l'Eurovision Junior qui va apparaître la première fois en 2003. Pour cette version enfant de l'Eurovision, les règles sont quand même assez différentes. On a entre 15 et 20 pays qui sont conviés à l'événement, les participants doivent être âgés entre 9 et 14 ans, ce concours intervient en fin d'année, les votes sont gratuits et disponibles sur internet. Et surtout, le petit plus, on peut voter pour son propre pays. Donc là, c'est pareil, ça crée un petit peu débat parce que si on peut voter sur notre propre pays, pour notre propre pays, les votes sont biaisés, il y en a qui votent plus que d'autres, etc. Si la France met du temps à choper sa 6e victoire de l'Eurovision, elle ne chôme pas pour la version Kids. On fait partie des meilleurs. Littéralement, on est 2e juste avant la Géorgie, qui a 4 victoires, dont la dernière était celle de l'année dernière. La France comptabilise quant à elle 3 victoires. Une belle performance française qu'on aimerait retrouver pour la version adulte. Alors cette année, est-ce que Louane va pouvoir ramener la coupe à la maison avec sa chanson Maman ? Est-ce qu'après 48 ans d'attente, la France va enfin pouvoir gagner cette victoire et accueillir le prochain concours de l'Eurovision à domicile? C'est ce qu'on va découvrir ce soir en direct de Bâle sur France Télévisions à partir de 21h. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Petit point important, le but de cette vidéo c'était vraiment de vulgariser un maximum le concours. Il y a plein de choses dont j'ai pas fait référence parce que je trouvais que ça n'avait peut-être pas forcément sa place dans ce type de vidéo. Si jamais il y a des moments, des artistes, des dates clés qui vous font référence et que vous n'avez pas retrouvé dans la vidéo, mettez-le en commentaire, comme ça nous fait des petits plus. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne finale pour tous ceux qui vont regarder l'Eurovision. On croise les doigts, est-ce que cette année on va l'avoir notre 6e victoire ou pas? Je l'espère, en tout cas j'espère minimum on fait top 5. Et d'ici là, restez connectés, parce que croyez-moi, ça va zapper.